Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindé en deux parties. La première, elle, sera consacrée au monde de l'entreprise, en l'occurrence l'absentéisme. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de jeunes qui décident en tout cas d'envahir le monde de l'entreprise brillent par l'absentéisme? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième partie d'émission, toujours cette immersion dans le monde de l'entreprise, plus que nous allons parler cette fois-ci du code du travail, mais en l'occurrence de l'habillement. Pourquoi c'est important aujourd'hui de bien s'habiller quand on est en entreprise? Et évidemment des éléments de réponse en fin d'émission. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Il s'agit évidemment de notre ami Eric, un habitué du plateau Génération News. J'ai envie de dire bienvenue chez toi Eric, tu es diplômé en sciences politiques. Merci à nouveau d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Ravi Régis, je suis ravi d'être là. Et on reçoit également un nouveau sur ce plateau. Bienvenue à toi Dre, tu es étudiant en électromécanique. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Ravi d'être là. Et on termine cette phase de présentation avec la seule femme du groupe, elle également, une habituée, mais elle avait décidé un petit peu de faire une pause avec Génération News. Elle est de retour, Doni, étudiante en droit, merci, enfin diplômée, merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci Régis. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de comment freiner l'absentéisme au travail en ce qui concerne les jeunes. Eric, on va peut-être démarrer avec toi. Qu'en est-il de l'absentéisme chez les jeunes? Pourquoi aujourd'hui on a l'impression que beaucoup de jeunes en entreprise brillent dans ce sens? Déjà, je dirais pourquoi, parce qu'il y a un gros manque de professionnalisme, Régis. Beaucoup de jeunes dans le milieu professionnel ne prennent pas leur travail au sérieux. Et je dirais ça en premier, mais aussi je dirais le climat professionnel de nos jours n'est pas trop relax. C'est plus carré, c'est vieux jeu, on se concentre plus sur le travail, le patron ne prend pas la peine de prendre des nouvelles de son employé, il n'y a pas de... Notamment de ce côté un petit peu l'aspect social, le fait d'intégrer des jeunes dans l'entreprise, ça aussi ça freine un petit peu l'envie d'y aller, de briller par l'absentéisme? Non, je ne pense pas que ce soit forcément, que ce soit dans toutes les entreprises où le cadre est forcément très strict, où le patron est toujours très rigoureux et tout, et ça empêche forcément les gens d'y aller. Non, c'est pas forcément ça, parce que quand on va dans une entreprise, on commence la vie professionnelle, on a des objectifs. Ça dépend d'abord des objectifs qu'on a. Si on a un certain objectif, on veut franchir des paliers, arriver à un certain niveau dans nos carrières, on ne va pas s'amuser à manquer le travail alors qu'on sait qu'on peut être licencié pour ces raisons-là, quand ce sont des raisons injustifiées en fait. Donc dire que c'est parce que le cadre est comme ci et comme ça, c'est trop facile. Mais ça reste l'un des facteurs, je veux dire, ça peut être un élément... Ça peut être un élément, bien sûr. Ouais. Mais ce n'est pas l'élément par excellence. Non, non, ce n'est pas l'élément par excellence. D'accord. Dre, le monde de l'entreprise, c'est un monde que tu connais sûrement, pour avoir déjà fait des stages ou travaillé dans une entreprise. Est-ce que c'était déjà arrivé à un moment donné de se dire, ok, bon, l'entreprise, ça peut attendre pour aujourd'hui, j'ai besoin de continuer à dormir un petit peu. En gros, de t'absenter. Clairement. D'accord. En fait, globalement, si on remarque, la majorité des jeunes qui entrent dans le monde professionnel arrivent souvent dans des emplois qui ne les intéressent pas forcément. Et à un moment donné, il n'y a pas une bonne relation entre les ressources humaines, le manager et l'employé. Non, mais quand tu dis qu'ils arrivent dans un domaine qui est très décalé de ce pourquoi ils ont été formés, mais ça reste le monde de l'entreprise. Donc du coup, oui, mais déjà, pourquoi y aller si on ne se sent pas à l'aise? Déjà, pour la majorité en tout cas la nouvelle génération, vu qu'on parle de la nouvelle génération, généralement, on suit une certaine formation parce que les parents nous ont dit de suivre telle formation. Ouais, en fait, oui, d'accord. On est formé par obligation et non par vocation. Obligation et non par vocation. D'accord. C'est le cas de tous. Oui, ce n'est pas le cas de tous. Mais malgré ça, quand même, il y a des gens qui n'ont pas quand même envie d'aller au travail. Tout à l'heure, Eric nous disait si le travail est trop difficile, trop dur, la charge de travail est trop dure. Non, oui, mais toi, ok, d'accord, mais est-ce que toi, la raison pour laquelle tu n'étais pas allé au boulot ce jour, c'était simplement parce que tu étais fatigué ou bien c'est simplement parce que tu en avais marre un petit peu de ce qui se passait dans l'entreprise et Non, en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a des raisons naturelles. Par exemple, aujourd'hui, tu peux te lever, tu ne te sens pas bien, tu es malade, tu ne peux pas aller au travail, tu vas forcément être absent. Oui, mais il y a un procédé, je veux dire, à ce moment-là, tu avertis quand même. Ce qui fait que si tu avertis, tu n'as pas forcément été absent dans le... Tu vois, je veux dire, il y a au moins cette sécurité-là, le fait d'avertir, de prévenir que je ne serai pas au boulot pour des raisons simplement et purement médicales. C'est pourquoi j'ai parlé au début
Denis, je parlais au début du manque de professionnalisme chez la jeunesse. Ouais. C'est regrettable, mais c'est vrai. On a un gros manque de professionnalisme. Je dirais d'un professionnel, c'est la personne qui s'investit à 100% pour son travail. La personne qui s'investit tant financièrement, on va dire physiquement, émotionnellement pour la tâche qui lui est assignée. Même spirituellement. Même spirituellement aussi, on peut aller très loin. Donc, la personne en question prend en compte tout ce qu'il y a autour de sa profession. Elle prend en compte tous les usages et coutumes qu'il y a autour de la profession, comment il faut se débrouiller, comment il faut pour évoluer. Mais le fait de ne pas prendre en considération cet aspect professionnel-là, c'est justement le propre de la jeunesse actuellement. C'est justement ce qui caractérise notre nouvelle génération. C'est pas un peu trop facile en fait de créer un manque de professionnalisme chez les jeunes en fait. Un peu trop facile, je dirais. Les tares qu'on accuse déjà pour les jeunes, qu'on met déjà sur les jeunes, ça fait un peu trop en fait de dire que c'est le manque de professionnalisme. Il y a beaucoup de jeunes qui sont très très professionnels. Mais comment expliquer, du coup, si c'est le cas, comment expliquer l'absentéisme en entreprise en ce qui concerne les jeunes? Si on parle des raisons comme des raisons de santé, par exemple, au niveau de la santé mentale, ça c'est par exemple important, la charge de travail. Il y a quelqu'un qui l'a dit là tout à l'heure, la charge de travail. Ce sont des éléments qui sont importants. Aujourd'hui, les gens sont stressés par beaucoup de choses, ont beaucoup de charges, que ce soit chez eux ou que ce soit au travail. Il y a beaucoup de choses à rendre. Il y a beaucoup de choses à rendre pour la famille. Il y a des gens qui supportent à eux seuls des charges que n'importe qui d'autre ne pourrait pas supporter. Mais est-ce que c'est pas assez jeune d'aménager leur emploi du temps, de trouver effectivement une solution pour que le fait que évidemment que le travail soit un petit peu lourd en entreprise soit évidemment on va dire assez dégagé? Probablement, mais ce ne sera pas seulement à eux seuls, parce que l'entreprise aussi est là pour ça. L'entreprise veut des rendements, des résultats, mais pour avoir des résultats, il faut aussi essayer de trouver les causes qui mènent à ça, en fait, à ces retards-là. Parce qu'on ne peut pas décider comme ça de se dire « oui, moi je vais faire ça de mon côté », mais est-ce que du côté de l'entreprise, les choses auront changé? Est-ce que du côté de l'entreprise, je serai dans un environnement de travail qui me permet d'y aller en me sentant bien, moins stressé par exemple par les collègues, par un patron ou bien par les horaires de travail ou par les résultats qu'on me demande en fin de mois, en fin de semaine ou de trimestre et tout ce qui va avec. Je vois que l'environnement du travail joue pour beaucoup dans le fait d'être présent au travail. Il y a l'environnement, il y a aussi des causes en dehors de l'environnement, des causes on va dire personnelles, à savoir la maladie, des occupations, bref, on peut aussi dire que tu es sorti le samedi soir, tu peux pas le samedi, tu es sorti dimanche. Tu es sorti. Dans le manque de professionnalisme en question. Exactement. Mais il fallait le souligner, manque de professionnalisme du côté de la jeunesse. C'est pas la principale raison. Ce n'est pas la principale, mais c'est l'une. Il faut une raison générale pour aboutir à des spécificités. C'est-à-dire qu'il y a un manque de professionnalisme de base. Et après, il y a des spécificités comme étant... C'est ça, c'est la réalité. Il y a un gros manque de professionnalisme. Moi, je pense qu'il y a un niveau en même temps. Si le management est bien fait dans l'entreprise, il y aura forcément moins d'absentéisme. Mais c'est là aussi que, je vais dans le même sens que toi. DRE, c'est la responsabilité du service de ressources humaines, par exemple, dans ce cas. Ah non, moi, je ne suis pas trop d'accord. Trop de familiarité au boulot tue le côté professionnel, au fait. On est familier, tu peux ne pas être professionnel, je te mets tellement bien que tu vas décider toi-même de dire. Ah ouais, donc bref, Eric, toi tu vas pas au boulot pour te faire des amis, quoi. Mais non, mais pas ça, mais on peut être amical sans être ami. Hein. Ouais, on est amical, de l'amicalité, pas de l'amitié. Voilà, c'est pas de l'amitié, on discute, on rigole vite fait, mais on n'est pas amis. Enfin, tu es mon patron, je reste l'employé, ça rigole, il y a une bonne relation. Oui, il y a une limite, c'est-à-dire que l'environnement dans lequel j'évolue est très concis, c'est précis. Enfin, voilà, c'est là, en fait, ça me donne envie de venir au boulot. Ouais, Dre, on va peut-être t'écouter, oui, vas-y. Eric, tout à l'heure, toi, quand tu parlais dès le départ, tu nous disais qu'il fallait aussi une certaine ambiance au travail. On ne demande pas forcément d'être ami avec l'employeur. Non, mais il faut au moins une certaine ambiance. Si tu arrives au travail, tu es stressé, par exemple, tu peux avoir, on parle des jeunes, tu peux avoir 30 ans, tu es jeune, tu as une femme, tu as un enfant, tu arrives au travail, on te stresse, on te crie dessus. C'est pas le bon, comme on dit en jeu, dans l'âge de jeune, c'est pas le bon mood pour travailler. Mais dans ce cas, est-ce que c'est au patron de l'entreprise de te rassurer par rapport à tes problèmes familiaux? C'est pas chez toi, c'est le travail. Tu veux une tâche, tu as un objectif. Discerner les deux, ton monde professionnel de ta vie privée, en fait. Voilà pourquoi je précise qu'il faut une relation assez étroite entre le manager et ses employés. Parce que c'est le manager Le manager n'est pas juste... Il est un peu comme un psychologue en même temps. Hein. C'est-à-dire c'est le gars qui est censé parler avec toi pour savoir comment tu vas aujourd'hui. Le manager il est censé en fait, même avant de commencer le travail ou bien à la fin d'une journée ou le matin, il est censé parler avec toi. Comment tu vas, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et justement, c'est de manière mesurée. Parce que si on s'attarde trop sur la relation qu'on tisse avec
l'employé, on va arriver à des limites, on va arriver à des extrêmes où il faudra masser complètement l'employé. Et en parlant justement d'extrême, Donny, alors en préparant cette émission, je suis allé évidemment consulter les statistiques de l'ANCD, donc l'Agence nationale de la statistique de la démographie du Sénégal, qui chaque année en tout cas publie des rapports en ce qui concerne évidemment l'évolution dans tous les domaines d'activité au Sénégal. Alors il est dit dans ce rapport qui date de 2018 que 30% des jeunes en entreprise brillent par l'absentéisme. Est-ce que là, au vu de cette statistique, qui pour moi m'effraie un petit peu, on n'est pas en droit de se dire on a une jeunesse peut-être pas consciente, en tout cas de l'enjeu que ça représente d'être en entreprise, parce que 30% c'est énorme quand même, dans une population de 18 millions d'habitants. Oui, 30% c'est énorme, mais comme je disais, il faut d'abord s'interroger sur les causes. C'est trop facile de partir crier au manque de professionnalisme, au laxisme, et tout ce qui va avec. Mais qu'est-ce qui peut, selon toi, expliquer ce pourcentage de 30% si ce n'est pas un petit peu l'argument d'Éric sur le professionnalisme, peut-être l'absence même de conscience, j'ai envie de dire, parce que quand on est jeune, on aspire à quoi? À travailler, à obtenir un CDI, mais si on est en entreprise et qu'on brille par l'absentéisme, sous prétexte que, bon voilà, on est peut-être malade, et c'est dit dans le rapport que ces jeunes également brillent par on va dire, le sens de l'imagination, parce qu'on a toujours l'excuse, hein, ils ont toujours l'excuse parfaite, qui fait en sorte que, bon, on peut comprendre, et comme disait un ami, moi j'ai un ami à chaque fois, lui il a tué toute sa famille, hein, parce qu'à chaque fois, il avait le décès, c'est un grand-père, c'est un cousin, c'est une nièce. On se dit, bon, il a fini toute la famille, ça va être compliqué. Sur la base de ça, on peut accuser la fougue de la jeunesse aussi. Bon, voilà. Parce qu'il y a un adage qui dit « si jeunesse savait et si vieillesse pouvait ». Parce que le jeune, il se dit « j'ai le temps, je peux foirer avec le travail que j'ai et après demain je vais trouver un travail ». Mais entre-temps, le vieux, lui, il sait que c'est maintenant ou jamais où il faut se faire de l'argent. D'accord. Bon, après, tu sais aussi, hein, Eric, il y a, on va dire qu'on est, c'est deux générations quasiment différentes, hein, vraiment très opposées. À l'époque, à 22 ans, tu étais déjà marié, tu avais 3 gosses. À chaque temps, sa génération. Voilà, tu vois, du coup, tu savais qu'il fallait forcément que tu t'accroches à ce travail-là pour réussir à nourrir cette famille. Et donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, les choses sont très différentes. En fait, déjà, il y a plus d'opportunités. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'opportunités que nos parents d'avant. Ouais. Mais raison de plus pour les saisir. Ça veut dire quoi? Que si tu es en entreprise, tu peux briller par l'absentéisme sous prétexte que, bon, tu auras une deuxième chance? Et même là encore, c'est très relatif parce que du temps de la révolution industrielle, il y avait beaucoup plus d'opportunités, je pense. Ouais. Il y en a qui sont aussi entrepreneurs, attention, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont en entreprise, dans les entreprises en question, mais qui ont d'autres projets. Exactement. Qui n'ont pas seulement pour projet de travailler pour quelqu'un dans une entreprise, aussi grande soit-elle, mais ils se construisent à côté. Et ça, c'est l'excuse parfaite, selon toi? Vraiment, ça fait partie des excuses. C'est une raison, en fait. Ça fait partie des raisons. Il y a plusieurs raisons. Entrepreneur dans quel sens? Le vrai entrepreneur qui est avec, je sais pas, excusez-moi, avec un business plan, qui a conçu son idée, ou bien celui qui se permet juste de vendre des crêpes à la maison. C'est un entrepreneur. Non, loin de vouloir critiquer. Loin de vouloir critiquer. Je ne pense pas qu'Éric soit dans cette logique de... Loin de vouloir critiquer. Est-ce que c'est le fait de vendre des crêpes ou vendre en général? Parce que l'entrepreneuriat, aujourd'hui, l'entrepreneuriat du jeune... boulot pour lequel il est bien payé va manquer son travail juste pour aller faire des crêpes. Moi, ce que j'ai envie de savoir, Donny, tu es entrepreneur aujourd'hui. Au-delà d'être diplômé en droit, tu es entrepreneur aussi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir décliner une proposition, par exemple d'un stage ou bien d'un emploi dans une entreprise, au vu de ce que tu fais, de ton boulot en termes d'entrepreneuriat? Oui, ça m'est déjà arrivé en ce qui concerne les centres d'appel qui sont un endroit où le travail est très stressant et ça pousse à manquer le travail. Voilà le genre d'endroit où l'atmosphère n'est pas du tout bonne, permettez-moi de le dire, elle n'est pas bonne. En tout cas, dans certains centres d'appel, l'atmosphère n'est pas bonne. Là-bas, les gens manquent le travail comme c'est pas possible. Ouais. Et franchement, entre ça et ce que je fais dans mon entrepreneuriat à moi, je préfère franchement m'occuper de mes affaires au lieu d'aller travailler là-bas. De la pâtisserie, c'est ça? Oui, je fais dans la pâtisserie. D'accord, ok. Bon, on ira manger les gâteaux après. Mais moi, on va dire quoi? À part le fait qu'il parlait qu'on manque un peu de professionnalisme et tout, il y a aussi cet aspect d'évolution en fait, de carrière. Malheureusement, en tout cas, ce que moi j'ai eu à expérimenter, pour la jeunesse aujourd'hui, on ne nous propose pas vraiment une évolution de carrière assez bonne en fait. Généralement, les postes les plus importants sont toujours soit
pour les vieux, pour les gens beaucoup plus âgés. Enfin, des adultes, oui, beaucoup plus âgés, ouais. Soit c'est limite, comme on dit, du népotisme, c'est toujours quelqu'un qui a son parent et tout. J'entends ce que tu dis et je comprends ce que tu dis aussi, Dre, mais moi je vais revenir sur un truc. Alors, il y a un point, on a parlé d'un pourcentage, peut-être on n'a pas laissé Donny le temps de donner son avis là-dessus, avant évidemment de revenir à Donny, mais je continue avec toi. Alors, il y a un pourcentage qui est de 30%. Moi, personnellement, ça m'inquiète. Ce pourcentage, ça m'inquiète personnellement. Et j'ai envie de dire que qui s'absente aujourd'hui à 19 ans va s'absenter demain à 35 ans, 45 ans. Ça veut dire que ça va être un défaut qui va peut-être nous coller. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, très tôt, en ce qui concerne évidemment cette jeunesse 2.0, de pouvoir sensibiliser, de dire écoutez, faites attention quand on est dans le monde de l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de licenciements des jeunes dans les entreprises qui brillent. Pourquoi ? Qui brillent par l'absentéisme. Donc est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de revoir un petit peu la donne, de mettre en place des mécanismes de sensibilisation et tout le reste en fait, pour simplement dire aux jeunes faites attention, le monde de l'entreprise c'est bien, mais attention quand même. Oui, moi je suis d'accord avec toi à 100% Régis. Et comme tu disais tout à l'heure, il faut aujourd'hui qu'on mette des mécanismes pour que les jeunes puissent s'adapter facilement et manquent moins le travail en fait. Mais on va dire quoi ? Il y a plusieurs trucs. Déjà, lorsque quelqu'un manque le travail, qui ne vient pas au travail aujourd'hui, si c'est une chaîne de production, le fait il ne sera pas là, ça peut créer un effet domino en fait. Bien sûr. Et ça empêche les gens de travailler. Moi, je dirais qu'il faudrait casser l'ego du jeune. C'est-à-dire que la personne qui pense être, lui, le jeune en tant que jeune diplômé, la personne qui pense être, il faudrait casser ça et ramener à la vérité que tu n'es rien en fait. Aujourd'hui, le critère de sélection en entreprise, c'est 18 ans avec 18 ans d'expérience. Pourquoi ? Justement parce qu'il y a une grosse statistique derrière qui dit que 30% des jeunes au Sénégal, par exemple, sont absentéistes. On a peur de recruter des jeunes parce qu'on a peur qu'ils ne soient pas là au travail et on a peur pour l'entreprise qui ne sera pas clairement, si l'entreprise a besoin de ces jeunes-là pour faire du profit et que ces jeunes brillent malheureusement par leur absence, c'est clair que l'entreprise... Il faut casser cet ego-là. En sortant des formations, il faudrait vraiment enlever de leur tête qu'ils sont arrivés au fait. Alors que ça ne fait que commencer comme un dieu. Mais en t'écoutant, on a l'impression que tu mets tout sur le jeune, en fait, sur le jeune qui pratique l'absentéisme en fait. Or, il y a beaucoup de... En fait, c'est une chaîne en fait. S'il est absent aujourd'hui, c'est peut-être parce que où il travaille, il n'est pas épanoui. Où il travaille, il est mal payé. Où il travaille, il n'est pas bien respecté. Parce que le salaire, ça peut être une source de motivation. Le salaire, c'est clairement une source de motivation. C'est l'une des principales sources de motivation. Tout à l'heure, non, mais Dre, on va peut-être laisser des centres d'appel. Hein. C'est vrai que on va peut-être les laisser tranquilles. Alors, je vais m'arrêter quand même sur ce que Dre disait tout à l'heure, parce que, alors, moi, je ne suis pas l'avocat non plus d'Eric, quoique s'il peut me payer, je ne dis pas non. Mais en fait, ce qu'Eric essaie de dire, il se focalise notamment sur le pourcentage. Mais partons du principe que tu es dans une entreprise, tu ne te sens pas bien, le salaire n'est pas bon, on va le dire ainsi, dans un français assez simple, démissionne. Pourquoi rester ? Mais si on... Il donne une chance en cherchant autre part. Oui, il reste là, mais dans ce cas, démissionne et ensuite va chercher. En démissionnant, ça te donne beaucoup plus de temps pour chercher et trouver le bon emploi. J'ai un exemple vraiment terre à terre. J'ai une mère. Et ma mère travaille à la fonction publique depuis que je suis né. Ma mère était institutrice. Elle se levait tous les matins à 6h et elle rentrait à 18h. On vous dit, l'atmosphère dans laquelle elle évolue, c'était des enfants qui criaient, des enfants pas tout le temps polis. Non, c'est la vérité. Des enfants pas tout le temps polis, mais elle se levait, elle y allait. Malade. Ses enfants sont à la maison, ils ne parlent pas à l'école. Même si elle a faim, elle y allait. Pourquoi ? Parce qu'elle savait qu'elle avait des gens à nourrir, parce qu'elle savait qu'elle voulait aller quelque part. Et aujourd'hui, maman se retrouve dans un bureau, elle est au niveau de l'agence, comment ça s'appelle, pour les concours, là, pour homologuer. Ouais. Non, pas la NBG. Bon, elle est dans une agence. Voilà, l'examen et concours. Elle est toujours dans le ministère de l'Éducation nationale, sauf qu'elle ne tient plus la craie, au fait. D'accord. C'est pour dire qu'elle a su prendre son travail au sérieux. Elle a mis du professionnalisme, de la rigueur. Et justement, elle aboutit à cette évolution-là. Quand on a un objectif, on sait où on va, on ne se permet pas de manquer le travail n'importe comment. Mais Donny, moi je veux rester avec toi. Parce que c'est bien de rebondir sur ce point. Parce que, en fait, le pourcentage, moi je vais vraiment rester, les amis, sur ce pourcentage. Alors, dans les 30%, on a quand même 22%. Des femmes, donc des jeunes filles qui s'absentent beaucoup au boulot. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, quand tu parlais des raisons, je me suis dit, ok, bon, on va s'arrêter sur ça, mais on a 22% quand même des jeunes filles qui s'absentent
au travail, dans le monde de l'entreprise, ça aussi, ça inquiète quand même. C'est très bien de mettre le point sur ça. C'est très bien de mettre le point sur ça parce que pour les jeunes filles, par exemple, il peut avoir beaucoup de raisons. Oui. Ça peut aller jusqu'aux raisons médicales. Avons-nous déjà ici des congés pour les périodes prémenstruelles, par exemple? Non, c'est vrai. Voilà. En Europe, ils l'ont déjà. Non, il n'est pas sexiste, je te rassure, t'inquiète. Non, mais évidemment qu'on l'a pas encore. En Afrique, c'est pas encore. Enfin, du moins, dans certains pays, c'est pas encore validé. C'est un point très important. La période pendant laquelle. Oui, avec, au fait. C'est quand même très difficile, Eric. On va peut-être laisser Denis terminer. Vous savez ce que ça fait de travailler, de se lever le matin avec le ventre en feu, qui fait mal, les jambes en compote, le dos qui fait mal, la tête, ça ne va pas et tout. Vous savez ce que ça fait? Donc, il y a des femmes comme ça qui, pendant peut-être parfois une semaine, pendant 2 jours, ne vont pas du tout bien. Il y en a qui se battent pour y aller. Il y a celles, par exemple, qui souffrent d'endométriose, donc qui ont des règles encore plus graves que celles qui n'ont que des règles douloureuses, en fait. Donc, vous vous levez le matin, vous essayez d'y aller, vous ne pouvez pas. Ça peut faire partie d'une des raisons pour lesquelles il peut y avoir beaucoup de femmes dans ces statistiques-là. Mais est-ce qu'ils ont pris ça en compte? C'est pour ça qu'au début, il faut d'abord parler des raisons. Qu'est-ce qui pousse les jeunes à manquer le travail? On ne va pas parler directement du manque de professionnalisme. Tu peux être autant professionnel que tu veux, mais quand c'est médical, si tu peux pas, tu peux pas. Ouais, et parfois, la santé avant tout. Et du coup, c'est quoi? Il faut aussi un peu que les chefs d'entreprise soient flexibles en ce qui concerne les femmes. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, tu as parlé un petit peu du côté de la femme un peu indisposée. Il y a aussi la grossesse aussi, parfois. Aussi, oui, il y a aussi la grossesse, mais la grossesse est quand même prise en compte. La grossesse est prise en compte, surtout au niveau des congés. Peut-être pas des malaises, mais je pense qu'il y a quand même des allègements. Et il y a quand même parfois au moins de la compréhension au niveau de la hiérarchie. Bon, Denis, ça, ce sont des raisons valables. Ça, ce sont des raisons valables. Mais qu'en est-il des raisons qui sont, on va dire, motivées par des loisirs? On était en boîte de nuit le dimanche, parce que oui, il y en a qui vont après l'église, qui vont là-bas. On part en boîte de nuit le dimanche et ensuite le lundi, on se repose parce qu'on a trop fait la fête la nuit et on trouve des excuses quand même pour justifier son absence. Bien sûr, ça ne passe pas. C'est comme aussi, il y en a qui se disent qu'elles n'ont pas forcément besoin d'un travail pour vivre. Il y a celles qui se disent qu'elles vivent très bien avec un homme qui leur donne de l'argent, ce genre de choses-là, et se permettent de manquer le travail. Il y a celles qu'on a mises là juste parce que... Il y a aussi une absence de motivation alors, selon toi? Voilà, oui. D'accord. Moi, je pense que c'est beaucoup plus la motivation. Pour moi, quand on est motivé, l'objectif. En fait, quand on est vraiment motivé, il n'y a pas de raison pour lesquelles on va pas pouvoir... Il n'y a pas de bonne raison pour ne pas aller au travail. Son travail aussi. D'accord. Dre, supposons que en fait, tu te retrouves dans une entreprise, on te paye 600 000, voire 1 million. C'est sûr, tu ne vas pas manquer le travail. Moi, Dre, on me paye 1 million, 2 millions, 3 millions. Si la charge de travail est bonne, je ne suis pas surexploité, je ne vois pas pourquoi je vais manquer, à moins que je sois malade. C'est-à-dire, ce sera toujours justifié une bonne raison de manquer le travail. Ça te permet de subvenir aussi à tes besoins. Voilà. Tout à l'heure, Denis nous parlait de centre d'appel. Je vais quand même revenir sur ça brièvement. Ouais. Dans un centre d'appel, c'est quoi les temps de travail? C'est 10 heures sur site. C'est-à-dire, tu te lèves à 6 heures, non 5 heures généralement, tu te lèves à 5 heures du matin. À 7 heures pile, tu dois avoir déjà badgé. Tu te logs, comme on dit. Te connecter, tout simplement. Tu te connectes. Ouais. 5 heures, 6 heures, 7 heures pile, tu te connectes. Tu as une pause de 15 minutes, tu as 2 pauses de 15 minutes et ensuite une pause d'1 heure. Et à la fin, tu finis à 17 heures. Après ça, tu dois encore aller à l'école. Oui. À un moment donné. Non, mais je suis d'accord. Mais exactement, la vie, c'est un choix. Tu as choisi. C'est ça, en fait. Oui. Non, mais justement, moi, je pars toujours du principe qu'on est responsable de tout ce qu'on fait. On est responsable de nos choix. Si tu as décidé d'aller dans un centre d'appel, tu as réfléchi mûrement, tu as décidé d'y aller. Donc, tu connaissais quelque part un petit peu tout ce que ça implique, le fait d'y aller. Donc, après, c'est de mettre en place des mécanismes pour te faciliter la tâche. Voilà, mais même si tu ne vas pas à l'école, moi, je connais des gens. Je prends vraiment les gens que je connais. Je prends vraiment beaucoup d'exemples, des gens que je connais seulement. Des gens qui étaient dans des call centers, des centres d'appel, qui n'allaient pas à l'école. Déjà que le centre d'appel, quand ils te recrutent, la condition, c'est que tu sois libre. Complètement libre, en fait. Ouais. Déjà, donc, c'était des gens qui n'étudiaient plus, qui avaient déjà terminé, ils étaient en centre d'appel. Mais malheureusement, la charge de travail est trop élevée. Du coup, et tu as un salaire, par exemple, fixe à 100 000 ou à 80 000, avec une prime plafonnée à 50 000. Mais pourquoi ne pas démissionner? C'est ça le problème. Pourquoi ne pas démissionner si la charge elle est super élevée? C'est que souvent, on dit aujourd'hui qu'on a beaucoup plus d'opportunités. Mais ce n'est pas forcément vrai en fait. Pour avoir aujourd'hui du travail,
en tout cas à Dakar par exemple ou ailleurs, c'est très compliqué. Au point de risquer sa vie, au point d'avoir aussi... Parce que ce que les jeunes oublient, c'est qu'en fait, les chefs d'entreprise se relaient les informations. Moi, j'ai Dre dans mon entreprise qui brille par l'absentéisme. Bah, évidemment que si demain, Dre se retrouve dans une autre entreprise, on va m'appeler moi pour faire une étude un petit peu de Dre. Et puis je dirais, bah non, évidemment, c'est pas un élément assez intéressant. Vous l'avez recruté lundi, partez du principe que dans un mois, bah, il va disparaître. Donc voilà. Et ça, c'est pas intéressant parce que ça va être une qualité ou un défaut qui va te suivre. Ça dépend. Et donc, c'est important de dire aux jeunes que c'est bon, effectivement, de se dire on est en entreprise, mais on brille par les qualités et pas par l'absentéisme. Les amis, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette première partie d'émission. On marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie. À tout de suite sur Médian TV Afrique. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Toujours cette immersion dans le monde de l'entreprise, mais cette fois-ci, nous allons parler du code vestimentaire. Qu'en est-il? Évidemment, Dre, quand on parle de l'entreprise, l'habillement compte beaucoup. Est-ce que ça a été le cas pour toi quand tu étais en entreprise? L'habillement, c'était vraiment un point essentiel pour toi? Oui, clairement, Régis. L'habillement a été un point essentiel en entreprise pour moi. À chaque fois que j'ai fait des stages ou que j'étais employé quelque part, l'habillement a toujours été important. Donc, si je prends par exemple l'exemple, j'ai travaillé dans une entreprise que tout le monde connaît au Gabon, Cetrag. Bon. Ils sont dans le Transgabonais, Société d'énergie Transgabonais. Ouais. Et moi, je travaillais au niveau des ateliers. Donc, au niveau des ateliers, il fallait forcément avoir une combinaison pour pouvoir y travailler. Vu qu'on travaille, on répare des moteurs, c'est des essieux. En fait, tu es vraiment dans le domaine de l'industrie, en fait. D'accord. Du coup, il faut forcément avoir un habillement approprié à ce travail-là. Et on peut aussi prendre un exemple, quelqu'un qui travaille à la banque. Il ne va pas venir habillé en combinaison. Un avocat, il a un certain, ou un juge, ou un greffier. Ouais. Ils ont la toge. Voilà, ils ont une toge, en fait. Il faut donc l'habillement, il y a un code vestimentaire pour chaque profession et c'est normal de suivre ce code vestimentaire. Donc, c'est bien d'avoir un code vestimentaire dans le monde de l'entreprise. Évidemment, Eric, ouais, la place. J'irai plus loin parce que je dirais que c'est primordial pour un employé d'être bien vêtu, du moins vêtu en fonction de son travail. Parce qu'on arrive à faire mieux confiance à quelqu'un qui s'habille bien, c'est-à-dire que la personne prend le temps de prendre soin d'elle et donc elle prendra mieux soin de la tâche qui lui sera assignée. Ça, c'est mon point de vue. Ouais. Maintenant, il y a des situations dans lesquelles les gens se trouvent, ils disent qu'ils se sentent frustrés parce que l'entreprise impose un certain code vestimentaire et elles veulent souvent laisser exprimer leur sens du stylisme ou de la mode, mais je dirais qu'aujourd'hui la mode va dans tous les sens. Ouais. Est-ce que c'est pas là le risque aussi? C'est pas justement le risque. Parce que quand on parle de code de travail, c'est régi, c'est une loi qui vient en tout cas régir ça, et à l'encontre, c'est violer la loi. C'est exactement, je pense aussi le code de travail est là pour enlever cette barrière des classes sociales, c'est pour ne pas distinguer le pauvre du riche. Ouais. On est tous logés à la même enseigne, on est employé d'une telle ou telle boîte et on s'habille tous de la même manière, on ne va pas distinguer que oui, toi tu vis dans tel milieu, toi tu vis dans tel milieu. Oui, après ça reste une identité remarquable. Hein. Non, on ne parle pas d'uniforme ici, on parle de ton habillement. Oui. Tu ne vas pas travailler dans un ministère et venir habillé en jean et polo tous les jours. Ouais. Il y a certains lieux où il faudrait impérativement être en veste, chemise et cravaté. Bien entendu, mais ça ne fait pas en sorte qu'on se sente forcément au même niveau parce qu'il y aura toujours un costume à 500 000 pendant que l'autre il a un costume à 30 ou 15 000. Mais ça, personne ne le dit. Le prix n'est pas sur le costume. Le prix n'est pas là, mais on voit la qualité. Ça se voit. Et ça se voit souvent très bien. Pour autant, il est bien habillé. C'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il soit bien habillé en entreprise. Ça, on ne le refuse pas. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que ces choses-là font en sorte que tout le monde soit au même point. On est au même point quand il y a un uniforme. Par exemple, comme à Cetrag, là où il a travaillé, là-bas, par exemple, quand ils arrivent, il peut y aller comme ça, en chemise et tout. Mais quand il va dans son espace de travail, avant d'y aller, il se change. Il a un casier, il se change. C'est comme, par exemple, les infirmiers. Ils y vont. Il y en a qui peuvent y aller en jean, t-shirt et tout. Mais quand ils arrivent, ils vont dans leur casier, ils se changent et là, ils ont mis leur blouse ou bien il a mis sa combinaison pour aller travailler. On est d'accord, hein, mais je pense que ce qu'Eric disait, c'est qu'il fallait justement faire une distinction entre l'uniforme et l'habillement de façon, on va dire, présentable. Quand on est en entreprise, évidemment, là, on est dans des secteurs où on a tous l'uniforme, parce que l'infirmière, c'est l'uniforme. Hein, elle n'est pas la seule à avoir... Seulement là, on peut parler de tout le monde au même niveau, mais pas quand au ministère, tout le monde va avec son costume. Moi, je ne suis pas l'avocat d'Eric, hein, j'insiste encore, mais je pense que peut-être Eric
Eric, vous avez peut-être du mal un petit peu à percevoir ce qu'il dit. Moi, je comprends facilement Eric. Ouais. C'est-à-dire, tu rentres dans un ministère, peu importe. Tu rentres dans tout un le monde en ministère, costume cravate. il y a une certaine manière de s'habiller. Ouais. Tu ne peux pas être au ministère et venir en culotte. Tu ne peux pas être au ministère et venir... Pas ça. Le point que je discutais, c'est le fait d'avoir dit que ça mettait tout le monde au même point d'égalité. Ah, ok, ça ne met d'accord. pas. Bon, Je vais prendre Voilà. un exemple simple pour illustrer mon propos. Je dirais, tu as mis une valeur sur l'habillement. Moi, tu me donnes 10 000 francs et tu donnes par exemple à Dre 2 000 francs. On va tous deux acheter une veste. Je vais trouver une veste, je ne sais pas quelle marque, mais je vais toujours trouver une veste à 10 000 francs. Il trouvera la même veste dans le Mutuki, comme on le dit, à 2 000 francs. Ouais. Bon, le Mutuki, c'est le marché de la rue. Hein. Ouais, l'expression, ouais. Il amène chez le teinturier. Il a fait nettoyer parfaitement. On arrive et on se présente au boulot à 8 heures. Tu distingues qui est pauvre et qui est riche. Ça reste la même veste, du coup, c'est la même qualité. Et non, c'est pas le même prix. Bon, après, moi, c'est pas- On ne parle pas de prix. Là, on a parlé de qualité. On a dit qu'on devait reconnaître par la qualité. Effectivement, la discussion tourne d'aller ailleurs parce que c'était seulement Oui, ça. parce que vous faites un focus sur la qualité du tissu. Enfin, on n'est pas styliste ici, les amis. Donc attention. Elle s'appuie. Moi, C'est j'en parce ai que j'ai fini. dit que le code vestimentaire essaie un peu de casser cette affaire Ouais. de classe sociale. Au milieu du travail, dans les ministères, c'est pas c'est pas les plus nantis qui y sont. Exactement, c'est c'est ça. C'est ça. En fait, comme on dit, c'est un dress code. C'est voilà, c'est un dress code. Vous arrivez, vous avez tous. Et je pense que même aujourd'hui, même dans les anniversaires, on vous impose ça, ce dress code-là. Alors bon, évidemment, c'est un petit exemple parce qu'on n'est pas dans le monde de l'entreprise. Mais revenons un petit peu, Donny, je reste avec toi. Quand on parle du code vestimentaire, un code, c'est forcément régi par des lois, par une loi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui viole la loi s'expose à des potentielles sanctions. Il y a beaucoup de personnes malheureusement qui se font licencier dans les entreprises parce que ces personnes ne respectent pas ce code vestimentaire. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui un petit peu de façon personnelle de revoir un petit peu sa façon de s'habiller quand on est en entreprise et de sensibiliser également nos jeunes sœurs? Parce que les femmes aujourd'hui malheureusement, il faut le dire, on n'est pas sexiste, on respecte énormément. Non, on le dit, on respecte énormément les femmes sur Médian, ça on vous rassure. Mais malheureusement, il y a un fait, c'est qu'aujourd'hui on a une génération 2.0, une génération, comme Eric l'a souligné, qui essaie un petit peu d'imiter ce qu'il voit sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'on a des jeunes qui viennent en entreprise, malheureusement dans des tenues qui ne sont pas appropriées, j'ai envie de dire. Donc est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas aller dans une forme de sensibilisation? Je te laisse rebondir. Par tenue pas appropriée. Une tenue qui laisse apparaître, par exemple, une partie de son corps, et qui malheureusement ne doit pas être exposée. Par exemple, je ne sais pas si sa poitrine est tellement, on va dire, exposée, or elle peut effectivement se couvrir dans ce sens-là. Est-ce que la qualité de son travail est diminuée par le fait que sa poitrine soit exposée? Le jugement, et ça peut fausser effectivement, justement. C'est-à-dire que en fonction de comment elle s'habille, on dit dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es. Ça peut être aussi Exactement. Il s'agit de société, il s'agit de vivre avec l'autre. On prend l'exemple d'une femme qui a peut-être 10 ans dans une boîte. Oui. C'est mieux qu'on prenne quelqu'un qui est déjà assis dans une boîte. Une dame qui a 10 ans dans une boîte, elle était à son premier entretien en chemise, toute couverte ou bien, bref, en tout cas, elle était présentable, très présentable. Mais elle est dans ses 10 ans, dans sa boîte, dans la boîte dans laquelle elle travaille. Et elle est chez elle quasiment. Ouais. Donc elle se lâche, elle est coquette. Donc elle se fait belle, elle se met bien. D'abord pour elle-même parce qu'on s'habille d'abord pour soi-même. Je suis d'accord. Mais aussi parce qu'elle sait qu'elle va dans son entreprise. Oui. Elle doit être présentable. Mais elle n'a pas besoin d'être coquette pour aller à l'entreprise. Elle doit être présentable. D'accord. Merci. Donc elle doit être présentable. Mais pas coquette. Mais pourquoi pas coquette? Non, mais parce qu'on n'a pas besoin d'être coquette pour aller au travail. Être coquette aussi, hein. On parle encore du Mais qu'est-ce que vous entendez aussi d'abord par coquette? Elle a quand même le droit de mettre un gloss, elle a le droit de mettre un peu de fond de teint. Ah oui, non, mais d'accord, c'était la définition. D'accord, d'accord. Donc elle a le droit d'être présentable. Je suis d'accord. Donc elle y va comme ça. Et elle a peut-être un décolleté, peut-être plus ouvert que le mien, sa poitrine est un peu visible et tout ce genre de choses-là. Elle a ses 10 ans dans la boîte et elle est très rigoureuse, elle est très bonne dans son travail. Oui. Vous pensez qu'à quelqu'un comme ça, vous irez lui dire Madame, je pense que votre tenue dérange un peu. Mais dérange quoi en fait? La tenue dérange qui? La tenue dérange les collègues autour? Ou la tenue dérange son travail? Si je comprends bien, Donny, évidemment, c'est bien d'avoir une femme sur ce plateau. Tu estimes, au vu de ce que tu viens de dire, que le code vestimentaire est trop strict avec la femme en entreprise? Très. Je ne dis pas qu'elles doivent y aller nues, à moitié habillées,
ce genre de choses-là, non, parce qu'on reste toujours dans un milieu professionnel. On ne va pas en boîte de nuit comme on va au travail, on ne va pas au travail comme on va en boîte de nuit. Malheureusement, il y a cette confusion. C'est là le problème, La justement. confusion intervient quand on n'arrive pas à mettre des limites ou on n'arrive pas à faire la différence d'abord soi-même. D'accord. Parce que nous-mêmes, d'abord, on a une image à vendre. Quand on sort de chez soi, on veut être présentable. Par exemple, Régis, aujourd'hui, quand vous vous habillez en costume, c'est parce que d'abord, vous devez renvoyer une image. Oui. Vous avez une image à renvoyer et vous vous sentez plus en confiance quand vous êtes en costume que quand vous êtes peut-être en t-shirt ou en chemise. C'est vrai. Et on vous respectera peut-être plus quand vous êtes dans cette tenue-là que dans une autre. C'est vrai. Donc, Pourquoi il faut mettre l'accent sur la femme? Je dirais que s'il y a un habit qui dérange, ça dérange tout le monde. Exactement. Une poitrine trop exposée, on n'a pas besoin de l'avoir au milieu. exposé selon qui? Selon le visage du collègue, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Oui, c'est vrai que l'habillement ne peut pas... Enfin, partons du principe que l'habillement, ça peut déranger la collègue femme, pas seulement les hommes. La question que je voulais poser à Donnie dès le départ, c'est qu'elle a commencé à dire, une dame, dans sa petite histoire, elle disait une dame qui est venue passer son premier entretien, elle était bien couverte, et ensuite elle a fait 10 ans dans l'entreprise, elle se lâche parce qu'elle est un peu chez elle. Moi, je dis ce que je te répondrai, c'est que le code vestimentaire, est-ce que pendant les 10 ans, le code vestimentaire a changé? La première question, c'est d'abord, est-ce que c'est écrit dans le règlement de l'entreprise que c'est interdit de porter des décolletés? Non, ce n'est pas interdit. On parle de code vestimentaire. Le code Le code est présent dans vestimentaire... la Mais il y loi. a- Ouais. La loi qui régit la vie en société. C'est ça. La loi est là pour justement faire en sorte que Dre ne se sente pas dérangé par ma présence ou toi tu ne te sens pas dérangé par ma présence. Si je me présente devant toi au travail avec un pantalon trop serré, trop près de mon attribut masculin là, et on connaît les Africains avec sans pour autant faire Non, un oui, on va accent pas dessus, rentrer les détails. toi tu vas pas te sentir dérangé par cette vision là. Ça ne me déranger justement parce Pardon? que tu as la liberté de porter ce que tu veux. Oui, C'est mais ton on dit corps. que ma liberté s'arrête Justement, comme celle de oui. l'autre. À partir de quel moment moi je suis dérangée par le fait que ton entrejambe soit aussi visible? Non, mais ça c'est toi, Denis, ça peut déranger quelqu'un d'autre. Exactement ça. Ça peut me déranger moi par exemple. Moi je suis un homme, Pourquoi, ça peut en me fait déranger. Mais parce que justement c'est la société et qu'aujourd'hui le but c'est pas de venir déranger les gens en ayant un partant. En considération tout le monde. Il y a de tout dans le monde. Il y a des gens qui Il y a sont de tout, dérangés. justement, et pourquoi ne pas prendre cela en considération et voir ça juste comme un homme qui a porté un pantalon? Je suis désolé, c'est donner, Et passer à autre chose et s'occuper de son travail. c'est laisser le champ libre à toutes les créations. Si Par on ne se sent exemple. pas dérangé par une poitrine ouverte, ok, on peut se sentir dérangé par une cuisse. Si c'est pas si c'est pas le cas, on peut se sentir dérangé par, je sais pas, des Mais poils. du On coup, peut se sentir dérangé par avant plein de de venir à choses. toi, Denis, que faut-il faire selon toi? Alors, tu as dit évidemment que l'objectif, c'est pas de demander à ces femmes de venir en tenue d'Adam et Ève, mais que faut-il faire? C'est revoir un petit peu ce code-là en ce qui concerne la femme, parce que tu estimes ce code est trop strict. Sur les femmes. Non, c'est un exemple. Tu nous as tendu la perche et on y va. Attention, on rappelle qu'on n'est pas sexiste sur ce plateau, on essaie juste de comprendre quelque chose et on essaie évidemment de débattre sur le code vestimentaire. Et là, c'est sur le cas de la femme. Donc, tu estimes que le code vestimentaire est trop strict en ce qui concerne la femme. Donc, que faut-il faire? Il faut revoir ce code, selon toi? Probablement revoir ce code, mais aussi d'abord aussi que chacun prenne conscience qu'il a une image à vendre. On a tous une image à vendre quand on sort de chez nous. C'est vrai qu'on s'habille en fonction de là où on va, mais on a aussi une image à vendre. C'est vrai aussi qu'on se sent bien dans certaines tenues, on travaille peut-être mieux dans certaines tenues. On peut peut-être travailler mieux en t-shirt ou en chemise qu'en costume où on est cintré, on a du mal à bouger et tout et tout. Donc il faudrait peut-être qu'au niveau des entreprises déjà, les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, ou du moins ceux qui le côté, le GRH peut-être essaie de se rapprocher de ses collaborateurs pour essayer de comprendre ou de voir ce qui ne va pas, ou encore de faire des propositions. Alors, en fait, l'objectif, c'est de permettre, en tout cas au personnel, de se sentir libre et de s'exprimer, de D'une certaine manière, comme il a dit, sans déranger la quiétude des autres. C'est l'objectif en tout cas, Voilà. c'est sans déranger. Eric, on va peut-être revenir un petit peu sur le code vestimentaire en milieu, dans l'entreprise. Est-ce que toi, déjà, tu t'es retrouvé à devoir, on va dire, changer complètement ta garde-robe parce qu'effectivement, il faut respecter ce code de travail en entreprise? J'ai pas encore titillé le monde du travail à proprement dit. Je n'ai fait que des petits boulots, on va dire, des bricoles. Oui, comme mais on est-ce que le appelle ça. processus a déjà démarré? Est-ce que tu es dans cette optique-là de devoir refaire ta garde-robe? Bien évidemment, bien évidemment. Au cas où, d'accord. J'aspire vraiment à toucher à des métiers vraiment osés, je dirais, où c'est vraiment, c'est concis, il faut s'habiller comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, que dans ma tête c'est clair en fait. Il faudra justement adapter ma garde-robe en fonction de ce que je veux, pas en fonction de... Parce qu'il faut s'habiller comme la personne qu'on veut devenir, pas celle qu'on est dans sa tête. Ouais.
on est peut-être la personne la plus voyou du monde, mais on veut devenir ou on aspire à devenir la meilleure des personnes. Donc on veut renvoyer, on se soucie même du regard de l'autre, on veut renvoyer une image positive. Comme Denis pouvait dire, on a une image à vendre, mais pas que. On a une image à transmettre à l'autre. On a une influence. Il faudrait justement impacter de manière positive la personne qu'on rencontre. Ouais, parce que l'habillement, c'est aussi c'est des informations qu'on donne aussi à certaines personnes également. Mais sauf que ce n'est pas une information fiable à 100%, ce n'est pas l'information sur laquelle on devra baser 95% de notre jugement, jamais. Oui, en ce qui concerne la compétence, oui. Voilà. On est d'accord. Non, sur le principe, on est d'accord, Denis. On te rassure, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Dre, qu'en est-il des jeunes? C'est vrai qu'on a l'impression que les jeunes, visiblement, le code de travail, soit il y a vraiment, on va dire, une absence d'information concernant ce code vestimentaire dans le milieu de l'entreprise, parce qu'on voit que, bon, il y a des jeunes qui viennent un petit peu habillés comme ils veulent. Est-ce que là aussi, il faut revoir un peu tout ça en termes de sensibilisation de cette génération 2.0 qui, visiblement, est très peu soucieuse de ce que ça représente? Oui, moi je pense que déjà, en tout cas pour ceux que moi j'ai connus dans le monde du travail, parce que j'ai déjà travaillé dans plusieurs endroits et fait plusieurs stages, moi je trouve que le code du travail, en tout cas le code vestimentaire est bon. D'accord. Je ne vois pas ce qu'il y a à retoucher forcément à l'intérieur. Pour moi, dans toutes les entreprises où je travaillais, le code vestimentaire était vraiment bon. Je dis juste que si on laisse les jeunes s'habiller comme ils veulent, il y aura de l'anarchie. Chacun pourra... En fait, ça va amener des trucs un peu bizarres. Bah, c'est ton image. L'argumentaire d'Eric était... Exactement. L'argumentaire d'Eric était parfait parce que tu te vends. Moi, un banquier qui vient habillé comme moi, comme ça, il est devant moi, je vais en banque, je trouve quelqu'un, il est en jean serré, il a un t-shirt simple. En vrai, je vais me poser la question, est-ce qu'il est vraiment banquier? Parce que malheureusement, c'est dans le monde là où on vit, où on juge d'abord l'apparence avant de juger les compétences. Donc, tu peux être compétent, ok. Mais si tu ne me rassures pas, la preuve, on va à l'hôpital, une fois on va à la blouse blanche qui vient nous ausculter, on est déjà en mode, on est rassuré. Parce que le médecin est déjà là. La veste fait en sorte qu'on puisse identifier. Exactement. D'où quand tu vas à la banque ou quand tu as un problème au niveau je sais pas, de ta maison, je sais pas, tu as un problème par rapport à l'électricité à la maison, tu appelles un électricien. Quand il arrive, il vient avec sa mallette, il vient habillé d'une certaine manière, tu es rassuré parce que tu sais. Mais s'il vient en culotte, ou bien je sais pas, tu vas te poser la question, mais ce monsieur, est-ce qu'il est ingénieur? Forcément, on se pose forcément la question. Tu vois, et tu ne devrais pas te poser la question en vérité, parce que c'est juste l'habillement avec lequel il vient. Tu ne devrais pas te poser la question, tu dois te poser la question parce que ça peut être aussi, il peut mentir aussi. C'est comme aussi celui qui est en uniforme aussi peut mentir sur ce qu'il prétend faire. Les qualifications c'est un cas particulier. Mais Denis, tu vas pas dire que le président de la République se présente devant toi à la télé en survêtement, on va le prendre au sérieux. Pour un discours à la nation, par exemple, Monsieur le Président se présente en t-shirt où il y a écrit Adidas, par exemple, on ne va pas prendre ça au sérieux. Nous sommes désolés. Il faudrait forcément un certain habillement pour que justement l'image qui renvoie, c'est une image d'assurance, c'est une image de leader, c'est une image de... point-là, mais il y a aussi des gens qui sont sceptiques aussi aux gens, par exemple, qui sont en costume cravate. Oui, mais tu sais, tous les avis sont mitigés. De toute façon, la loi est contestée de tout part, du début à la fin. Si on a mis un code vestimentaire, justement, c'est pour faire en sorte que la société soit régie et que la société fonctionne, au fait. C'est quelqu'un qui a pensé le système. Tu n'étais pas là, je n'étais pas là. Quelqu'un a pensé le système. Je ne discute pas de ce point-là. Quelque chose de particulier tout à l'heure, il disait, lorsque tu ambitionnes, tu as beaucoup plus d'ambition, tu ambitionnes à avoir un certain poste dans une entreprise, mais tu vas t'habiller de telle sorte à ce que quand on te regarde, on te remarque juste même par ton habillement. Tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de faire quelque chose, tu fais ton travail tranquille, mais juste le fait que quand tu rentres... Parmi les recruteurs, il y a des gens qui ne s'arrêtent pas à ce point-là, parce que l'habit ne fait toujours pas les compétences. On est d'accord. Mais il y a des gens déjà de prime abord qui ne s'occupent même pas de ça, parce qu'ils savent qu'il y a des vendeurs d'illusions. Je prends un cas simple, l'entretien par exemple. Un entretien d'embauche, évidemment que tu vas mettre toutes les chances de ton côté, y compris l'habillement. Bien sûr. Justement, parce que quand tu vas arriver, le recruteur, malheureusement ou heureusement, c'est selon, va faire un focus sur ton habillement avant évidemment d'aller te découvrir en profondeur en ce qui concerne évidemment tes capacités et tout le reste. La première chose qui nous intéresse sur un livre, c'est sa couverture. Avant de le lire, il faudrait déjà que la couverture soit intéressante. Et après, on lit le titre. Si ça m'intéresse, je vais plus loin. Il y a des gens, même parmi les recruteurs, qui ne s'arrêtent pas à ces points-là, qui savent que les gens savent très bien mentir. Et la première chose sur laquelle
nécessairement c'est quoi, c'est ce qu'on voit. D'accord. Donc on sait que oui, je peux venir sur là. sur ces recruteurs qui s'arrêtent justement sur la couverture. Parce que c'est ça la vérité. La majorité des recruteurs s'arrêtent sur la couverture. Ouais. Tu ne peux pas aller faire un produit défectueux. Tu ne peux pas aller faire un entretien d'embauche et venir habiller d'une manière. Mais renouveler dans une entreprise tout le temps, je ne pense pas que ce soit forcément On a une bonne parlé d'une chose. statistique de 30%, c'est ça, 30% des jeunes qui brillent par s'absentent. leur absentéisme. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 30% de personnes susceptibles d'être licenciées. Donc 30% veut dire qu'il y a 30% d'autres personnes chômeurs. S'il faut faire venir 30% chaque année, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour l'entreprise parce qu'on veut fidéliser, pérenniser, on veut amener une image, on doit vendre quelque chose. Donc il faut changer tout le temps. Est-ce que tu te rends compte quand même, Donny, est-ce que tu te rends compte, on va s'entendre et s'écouter les amis. Est-ce que Donny, tu te rends compte quand même aujourd'hui un petit peu de l'importance, on parle de la place aujourd'hui qu'occupe le code vestimentaire. Pas cette place-là. D'accord. Mais je dis attention. D'accord. Mais justement, mais ton alerte se trouve à quel niveau précisément? Au niveau où on veut en faire trop, au niveau où on veut tout renvoyer sur l'image alors qu'on sait que c'est fou. D'accord. L'image peut être primordiale dans certaines circonstances. Attention. Oui. Peut. Parce qu'il y a des fois où ça ne l'est pas du tout. D'accord. Je vous ai pris l'exemple de quelqu'un qui vient, il vous ment. Juste parce qu'il a porté l'uniforme, par exemple, de la CETRAG, il vient nous dire... Mais ce sont des cas qui existent, oui ou non? J'ai dit ça existe. C'est tout de même. Ça existe. On a vu par exemple des faux agents de la SCG qui allaient... Attention, c'est la société Énergie du Gabon. D'accord, c'est une société publique de compagnies qui vont chez les gens avec de faux uniformes, en se faisant passer pour certains professionnels à cause du code vestimentaire du travail, alors qu'ils ne le sont pas. On voit par exemple parfois des gens qui sont devant les palais de justice dans certains endroits, qui se font passer pour des avocats parce qu'ils sont éloquents, parce qu'ils sont très bien habillés, mais alors qu'ils ne le sont pas. D'accord. Un agent d'une société d'énergie, peu importe le pays, vient chez toi pour intervenir sur ton compteur d'électricité. Il est en culotte, babouche, t-shirt. Évidemment, tu vas pas prendre le méchant. Évidemment. Ne m'emmenez pas sur ce point-là parce que je ne discute pas ça. Moi, je vous ai juste amené des exceptions. D'accord. J'ai dit attention. Non, on les prend. J'ai dit attention. Ça, c'est bien entendu direct d'emblée. Dès que tu vois, tu as des doutes. La loi prévoit déjà ce genre de cas-là parce qu'on parle d'usurpation d'identité. La personne qui vient se présenter avec un certain habillement et dit avoir une certaine fonction ou dans telle administration, elle sera jugée sur ses compétences maintenant. Vu qu'on ne va pas s'arrêter à ça. Tu vas être plus suspicieux et puis tu vas te dire, bon écoute, allez-y, on va vous juger au pied du mur. Faites ce pourquoi vous êtes venu et après on verra si vous êtes vraiment... Il y a des gens qui ont travaillé pendant des années avec de faux diplômes en mentant, en se faisant passer mais oui, mais c'est un autre débat. Ça reste toujours dans le monde du travail, il y a un, on va dire quoi, il y a un document en fait. Il y a un document... Moi, je ne discute pas ce point-là. Je ne discute pas ce point-là, absolument pas. Ça existe et c'est très bien que ça existe. Je parle du règlement intérieur de l'entreprise. Dans le règlement intérieur d'une entreprise, il y a toujours ce côté code vestimentaire. Oui. En tout cas, moi, tous les règlements que j'ai lus, heureusement que je prends le temps de toujours lire le règlement. Je crois qu'il y a des entreprises qui ne rappellent pas ça souvent à leurs employés. Par exemple, les centres d'appel dont ils parlaient. Mais justement, mais si tu as un contrat, c'est forcément mentionné dans le contrat. Attention, dans les centres d'appel, il n'y a pas toujours de contrat. Oui, mais ça, c'est les centres d'appel. Voilà pourquoi on va pas faire un focus là-dessus. Laissons les centres d'appel, les amis. Lorsqu'on parle de code vestimentaire, on entend forcément habillement. C'est vrai, après, j'ai réfléchi, mais code vestimentaire, il n'y a pas que l'habillement. Il y a la coiffure. Oui, bien sûr. Il y a habillement, ok, mais il y a la tenue de la personne. La personne qui vient n'a pas des gestes de savoir-vivre en société, c'est-à-dire qu'elle vient mettre ses doigts dans ses narines. Bon, savoir-vivre en société, simplement. C'est aussi le savoir-être, le savoir-être, le savoir-vivre. C'est ça, savoir se tenir, c'est tout ça le code vestimentaire, justement. Il y a l'objet qui accompagne l'habillement, en fait. Donc ça aussi, tu as quelque chose à redire sur ça? Non, elle je pense qu'elle est... Il y a des choses à redire sur ça. Il y a toujours des gens qui savent très bien faire semblant. Je peux être là en train de faire semblant et de mentir sur des choses. Elle a un argument à défendre. Voilà, en fait. Non, je l'ai... C'est-à-dire... Je dis juste attention. Je dis oui, c'est très important, mais attention. Attends, je m'habille en agent de la SEG. Sans pour autant vouloir discriminer. J'ai un badge. Je sais toucher où il faut pour que la panne ou bien la panne se répare. Là encore, on va douter de moi, il faut... Non, mais en fait, non, attends, Donny, il y a un point, Eric. Moi j'ai envie que tu développes un petit peu ce que tu viens de dire parce que c'est très pertinent de dire qu'effectivement, quand on parle du code vestimentaire, il n'y a pas que l'habillement, il y a la coupe de cheveux. Du coup, Dre, c'est un peu compliqué pour toi en ce moment. Non, ça va. Moi, j'assume. Il n'y a pas de préjugés sur... Il n'y a aucun préjugé. D'accord. Les entreprises sont quand même assez moi je parle certaines coiffures sur les hommes. Oui, je veux dire,
clairement. Est-ce que lorsque tu étais en entreprise, est-ce que ta coupe de cheveux, ça dérangeait par exemple? Non, c'est ça la particularité. C'est-à-dire, moi, quand j'étais en entreprise, et j'ai vraiment travaillé dans beaucoup d'entreprises, j'ai toujours eu, au début, je me demandais toujours, est-ce qu'il faudrait que je me coiffe? Ouais. Bon, parce que c'est une coiffe déjà, pas qu'il faudrait que je me coiffe. Est-ce qu'il faudrait que je coupe mes cheveux? Je me suis rendu compte que c'était les entreprises de l'époque qui avaient un système colonial, qui avait toujours ce système où il fallait couper les cheveux. On va pas aller dans ce sens-là. Disons que c'est une entreprise qui avait ses règles. D'anciennes règles. Voilà, des règles classiques, tout simplement. Des règles classiques, en fait. D'accord. Maintenant, les entreprises de maintenant ne sont plus sur un. Est-ce que tes cheveux sont concis? Attention. Non, mais par exemple, si tu Certaines. travailles. Oui, moi, ce que j'ai envie de savoir, vite fait, parce qu'on arrive au terme de cette émission, ça allait très vite. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu serais prêt, toi, à te raser complètement la tête si jamais une entreprise te demandait de le faire pour accéder, évidemment, à l'entreprise, à la fonction? Clairement, si c'est l'entreprise dans laquelle je veux travailler, Oui. je serai prêt à me raser la tête D'accord. parce que j'estime que c'est le règlement de l'entreprise là, c'est leur D'accord. image. Parce que l'employé est aussi l'image de l'entreprise, de son entreprise. Ouais, évidemment. Du Mais coup, s'ils ne veulent déjà pas- qu'on associe parfois l'employé à l'entreprise. Voilà, en fait, vu que d'accord. l'employé est l'image aussi de l'entreprise, si l'entreprise qui m'emploie n'est pas OK avec ma coupe, soit je la coupe, soit je garde et je pars. Donc, tu D'accord. quitterais un emploi à cause de ta coupe de cheveux. Non, moi je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je quitterai. Moi j'ai dit clairement que moi, si c'est l'emploi que je veux, où je veux travailler, je travaille là-bas, je suis bien payé. Je vois pas pourquoi je vais pas couper mes cheveux. D'accord. Ce ne sont que des cheveux en même temps. D'accord, bon. Professionnel, Tu es ambitieux. sur ce qu'il veut Il est- faire. Tout dépend de dans ton tout. ambition. Il met surtout un point sur l'entreprise qu'il veut. Et si c'est une entreprise que tu ne veux pas. Non, Mais qui propose ce que toi tu. Non, il y a un code. Je dois Il respecte. respecter Voilà, le c'est ce code qu'il dit. Il vestimentaire respecte le de code l'entreprise vestimentaire où de je l'entreprise. suis. Voilà. C'est-à-dire, dès le départ, quand tu prends une information par rapport à une entreprise où tu veux travailler, on te dit, même lorsque tu passes même l'entretien d'embauche, on te dit, sinon, mais monsieur, vos cheveux, on vous le précise. Hein. Ouais. Sinon, monsieur, vos cheveux, ça va pas le faire. Il va D'accord. falloir forcément que vous les rasez si vous êtes pris. Ouais. Donc, tu es conscient que si tu veux travailler dans cette entreprise, Bah, tu es obligé d'aller faire un petit tour chez le coiffeur. Les amis, malheureusement, ça allait très vite. Nous sommes arrivés au terme de cette émission Génération News. On remercie Dre d'avoir participé à l'émission. Je rappelle que tu es étudiant en électromécanique. Merci d'avoir participé à Génération News. Eric, ça a été un plaisir de te recevoir sur le plateau Génération News. Merci. Vous revenez quand vous voulez, hein, Dre et Eric. Donny, évidemment, tu reviens quand tu veux. Étudiante en droit. Merci. Enfin, diplômée surtout en droit. Merci d'avoir participé à Génération News. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.